J'accepte cette invitation avec plaisir, avec intérêt aussi, surtout dans la mesure où, depuis la sortie de mon dernier livre, donc La République contre les libertés, j'ai très peu de comptes rendus dans la presse. J'en ai eu un dans la presse régionale. J'ai très peu d'invitations aussi. J'en avais eu une de la part des Antifa, assez curieusement, qui a été annulée rapidement parce qu'ils sont allés voir sur Google, ils ont googlisé mon nom. Voilà, et puis, mais je pense que c'est symptomatique aussi d'une évolution qu'il faut analyser, qu'il faut prendre en compte, à savoir que la gauche radicale a complètement délaissé le terrain de la liberté ou des libertés publiques, enfin de la défense des libertés publiques. Pourtant, c'était sa matrice politique, hein, je veux dire, très très longtemps. La gauche a été un instrument, on va dire, un des principes directeurs de la gauche, c'était la défense de la liberté contre la sécurité ou contre les excès du sécuritaire. Donc ce livre, La République contre les libertés, aurait dû intéresser l'ultra-gauche ou la gauche radicale, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Alors moi je travaille en tant qu'universitaire sur le contrôle social. Le contrôle social, qu'est-ce que c'est ? C'est la manière dont l'appareil d'État traite la déviance et s'efforce d'avoir des comportements sociaux conformes à ce qui est attendu, alors par la prévention et la sanction, hein, et par l'éducation aussi, donc par tout un ensemble de dispositifs qui vont normaliser les comportements pour les rendre conformes. Voilà, donc je travaille dessus depuis à peu près 10 ans, j'ai publié 3 ouvrages. Le premier, c'est un ouvrage qui embrasse une très large période historique, puisque je commence début 19e siècle, pour aller jusqu'en 2000 et quelques. Le second, c'est la Révolution sécuritaire, le titre du livre, que je fais démarrer en 1976. Pourquoi 76 ? Parce que c'est l'année de rédaction du rapport Perfit, qui est un premier acte symbolique de cette révolution sécuritaire, qui s'intitule Réponse à la violence, et qui est rédigé dans un contexte assez particulier, puisqu'on a une forte médiatisation à l'époque des faits divers violents. Voilà, c'est l'époque aussi du plan Barre, de l'austérité, donc tout ça évidemment c'est lié. Ce que j'essaie de montrer dans ce travail, c'est que la révolution libérale et la révolution sécuritaire ne forment qu'une seule évolution finalement, qu'un seul processus. Plus on libéralise l'économie, plus l'appareil d'État devient sécuritaire. C'est le principe un peu des vases communicants, hein, quand on baisse finalement d'un côté, en fait on monte de l'autre. Voilà, donc c'est presque un seul processus. Bon, alors après, un moment clé de cette révolution sécuritaire, c'est la conversion libérale sécuritaire de la gauche, hein, qui intervient en 1995. Pourquoi 95 ? Parce que c'est le programme électoral du Parti socialiste de Jospin quand il est candidat aux élections présidentielles, et pour la première fois, il y a l'introduction d'un volet sur la sécurité. C'est une première, hein, parce que Mitterrand ne s'était pas du tout occupé de la sécurité intérieure, c'était pas son problème, enfin ça rentrait pas du tout dans ses propositions en tout cas. C'est Jospin qui s'est saisi de cette question, et d'ailleurs quand la gauche est arrivée aux commandes de l'État dans les années, donc en 97, et bien à ce moment-là, il y a eu un colloque qui était organisé à l'automne 97, le colloque de Villepinte, où il y a une mise en scène médiatique du tournant sécuritaire de la gauche à l'époque. Il est organisé par Alain Boer, hein, le colloque, c'est pas un hasard, on va voir pourquoi. Voilà, donc le tournant en fait, il a lieu en 95.
Il a lieu en 95, et puis c'est un processus, ce que j'essaie de montrer, qui n'a pas de fin. Hein. C'est ça qui est pas, disons, toujours facile à comprendre, c'est que la révolution libérale n'a pas de fin, parce qu'il y a toujours quelque chose à libéraliser. De même que la révolution sécuritaire, on peut toujours aller plus loin dans le contrôle finalement des citoyens. Donc cette révolution, elle a des effets sur l'État, hein, sur la forme de l'État, qui devient de plus en plus autoritaire. Donc il y a une diminution des droits du justiciable, renforcement de la surveillance, alourdissement des sanctions et création des nouvelles infractions. Hein, et tout ça, ça conduit à un élargissement du filet pénal qui transforme l'État peu à peu. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution d'un seul coup. Hein, c'est pas comme un coup d'État où il y aurait prise de pouvoir, où il y aurait putsch. Hein, si vous voulez, c'est une révolution graduelle, comme la révolution libérale, où on avance par étapes. Donc finalement, quand on est à l'échelle humaine, si vous voulez, le temps réel, on ne voit pas vraiment de changement radical d'un seul coup, donc ça n'attire pas beaucoup l'attention. Par contre, quand on fait l'histoire de cette évolution, on se rend compte que cette somme de changements, à un moment, donc aboutit à un saut qualitatif, c'est-à-dire à une transformation de l'État. Voilà, donc il y a plusieurs dates clés qu'on va voir dans l'exposé. Évidemment, la première date clé, c'est 21 mars 83, donc c'est un peu avant finalement, c'est les prémices de cette révolution sécuritaire libérale. C'est le tournant de la rigueur qui est lourd de conséquences. On n'a pas mesuré toutes les conséquences de cette révolution idéologique, du tournant de la rigueur. On n'aura pas tout de suite, après le tournant de la rigueur, des mesures sécuritaires. On aura plutôt des mesures sociétales, avec le lancement de SOS Racisme. Voilà, alors ce que je voulais essayer de montrer, c'est que sécurité et liberté, c'est des termes antagoniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, disons, maximiser les deux. Il faut faire un arbitrage nécessairement entre les deux. Pourquoi ? Parce que l'interdit pénal limite le champ des comportements possibles. C'est-à-dire que plus on interdit finalement, plus il y a de contraintes, je dirais, pénales, plus on sanctionne certains comportements, certaines actions, plus on les interdit finalement, moins on a de liberté. Également, s'en remettre à l'État pour assurer sa sécurité, c'est s'aliéner en fait une part d'autonomie individuelle. Quand on est agressé, quand on a des soucis, quand on est volé ou quand on est violé, on va effectivement porter plainte. On ne va pas se défendre soi-même. On ne sait plus se battre finalement, je dirais réagir par la réaction, je dirais, physique face à l'agresseur. Donc on va déposer plainte et c'est l'État qui prend en charge la sécurité des citoyens. Donc ça, c'est une limitation de la liberté, évidemment, puisqu'on devient dépendant d'une institution supérieure auquel on va se remettre. Donc alors on peut pas avoir maximisation des deux. Par contre, on peut avoir diminution conjointe des deux. C'est ce qu'on peut observer aujourd'hui. Parce qu'on a à la fois diminution de la liberté et diminution de la sécurité. C'est-à-dire que, en fait, la politique suivie actuellement tend à limiter, on va dire, les libertés publiques, à les réduire, et en même temps à réduire la sécurité. Donc c'est le paradoxe de la politique actuelle, c'est-à-dire qu'on a limitation finalement. On n'a ni le beurre ni l'argent du beurre. On est doublement perdant. Alors en fait, pourquoi c'est important ce tournant libéral sécuritaire ? C'est parce qu'à partir du moment où la gauche se convertit à la sécurité, d'ailleurs avec le zèle des convertis, c'est-à-dire qu'elle va encore plus loin que la droite dans ses mesures liberticides,
eh bien, le sécuritaire devient du sens commun. Hein, c'est-à-dire que ça ne fait plus l'objet d'un débat politique. C'est une option qui s'impose, je dirais presque d'elle-même, hein, qui ne fait plus l'objet d'une interrogation. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion du vote de la loi sur l'enseignement. Au moment de la loi du vote sur le renseignement, on a 438 députés qui ont voté pour, hein, c'est-à-dire quasiment toute l'Assemblée nationale. Même chose pour la dernière loi contre le terrorisme, hein, de l'automne 2014. On a très peu d'opposition finalement à ces lois. Pourquoi ? Parce que on a une gauche sécuritaire et une droite sécuritaire. Donc quand on fait la somme des deux, on a effectivement presque tout le champ politique. Et puis ça conduit la droite effectivement à une surenchère liberticide, évidemment. On l'a vu à l'occasion des débats sur le projet de loi antiterroriste de l'automne 2014. C'était à celui qui déposerait l'amendement le plus liberticide. Alors, évidemment, il faut comprendre ce changement. C'est un peu le sens de mon intervention, se donner des outils pour comprendre ce changement. Et moi, j'ai essayé de le comprendre en faisant l'histoire des différentes étapes qui ont conduit à la situation actuelle. Il faut reconstituer la généalogie, finalement, de ces changements successifs ou de cette évolution. C'est pour ça que dans le titre du livre, il y a bien les dates, 1995-2014. Pourquoi 2014 ? Parce que le 2014, c'est le moment, enfin c'est l'année du vote de la loi antiterroriste, qui est pour moi le summum de ce qu'on peut faire en matière sécuritaire. Et on a un achèvement, à mon sens, hein, de la conversion sécuritaire de la gauche. Voilà, donc il faut avoir des outils effectivement pour comprendre ce changement. Ces outils sont historiques, hein, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer l'histoire, finalement, le film, hein, qui a conduit à la situation actuelle. Voilà. Alors, la situation actuelle, donc comment est-ce qu'on peut la résumer de manière très rapide ? D'un côté, on a un ultralibéralisme au niveau économique. La gauche ne défend plus du tout les intérêts des salariés. C'est quelque chose... moi, j'ai un peu de mémoire politique, si vous voulez, parce que je fais de la politique depuis 40 ans à peu près. Donc du coup, effectivement, c'est toujours surprenant, hein, de voir comment la gauche a pu complètement délaisser la question sociale, mais de manière définitive. C'est-à-dire qu'ils ne donnent même plus l'illusion de se battre pour les intérêts des travailleurs ou des salariés, comme ils l'ont fait par exemple sous Jospin, où il y a eu les 35 heures par exemple. C'était donc une mesure discutable, mais ça allait dans un sens de réduction du temps de travail. En tout cas, ça pouvait être positif. Là, on a vraiment une allégeance au mondialisme, je dirais total, avec l'accord transatlantique, avec l'accord national sur l'investissement, le pacte de responsabilité, avec les lois Macron, parce qu'il y en a deux, hein, il y en a une qui a été votée, il y en a une autre qui va venir, et avec à chaque fois donc une même cible, hein, qui est en gros les classes moyennes. C'est-à-dire ceux qui ont un peu d'argent, qui ont encore un peu de capital, voilà, ceux qui n'ont plus rien, de toute façon, je dirais plus rien à leur prendre. Ceux qui ont encore un peu, finalement, sont la cible de cette politique de laminage économique. Alors, ça, c'est, disons, l'ultralibéralisme, toujours avec le zèle des convertis. On a une politique géopolitique du choc des civilisations, hein, c'est-à-dire qu'on joue toujours un camp contre un autre, et on se situe dans le camp toujours occidental. Éventuellement, je pourrais revenir là-dessus. Bon, je vais un peu vite sur cette question-là. Et puis, on a des lois liberticides sous le couvert de défense des valeurs républicaines. Donc ça, c'est toujours un truc qui marche, c'est-à-dire lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'extrémisme, contre le djihadisme.
Voilà, contre le Front National, avec en ligne de mire éventuellement une interdiction du Front National, contre l'islam, hein, contre le voile, etc. Donc des cibles qui sont clairement identifiées. Alors évidemment, il y a deux bénéfices dans ces lois pour le pouvoir. D'abord, c'est renforcer le pouvoir exécutif, laminer les contre-pouvoirs, ça c'est quelque chose qu'on verra avec la loi sur le renseignement, contourner le pouvoir judiciaire, renforcer le pouvoir donc administratif, de la police administrative, et puis faire une politique d'affichage de valeurs de gauche. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que la seule manière pour ce gouvernement d'être de gauche, ou d'apparaître de gauche, c'est de défendre des valeurs républicaines qui peuvent avoir une étiquette de gauche, dans l'absolu. Lutter contre le racisme, c'est dur d'être contre, alors du coup, mais c'est toujours instrumentalisé au bénéfice d'une réduction des libertés publiques. Pour retrouver en fait une légitimité, l'idée c'est ça, c'est que comme on a abandonné complètement le terrain social ou le terrain économique, il faut retrouver cette légitimité sur un terrain politique, avec cette politique d'affichage. Donc il faut voir le discours de Valls, par exemple, après les régionales, non pas les régionales, les dernières élections, les départementales, oui, merci. Il faut voir sa réaction, c'est-à-dire il y a une forte montée du Front National. Quelle est la réponse du gouvernement finalement? C'est de continuer. Voilà. Alors, il faut remonter à mon avis en 83, qui est une année charnière, je pense, pour comprendre cette situation. Alors, qu'est-ce qui se passe en 83? Pourquoi il y a eu le tournant de la rigueur Parce qu'à l'époque, il y avait une crise économique assez forte, il y a eu des attaques effectivement contre le franc, un creusement des déficits publics, une fuite des capitaux, donc objectivement, il y avait une situation économique qui était difficile. Et en fait, Mitterrand avait le choix entre deux options, soit continuer, c'est-à-dire faire une politique de relance par l'inflation, laisser flotter le franc finalement, baisser le coût de la monnaie, en fait baisser la valeur de la monnaie plutôt, ou alors, c'est ce qu'il a fait finalement, par faire le choix de l'Europe, de l'intégration européenne, et diminuer le coût du travail, c'est-à-dire réduire les salaires. Donc libéraliser l'économie et puis bloquer les salaires. Alors du coup, c'est un choix qui ressemble étrangement à celui qui est fait aujourd'hui, puisqu'on a les mêmes ingrédients. On a un choix qui ressemble effectivement à celui-là, c'est-à-dire l'intégration européenne, donc le choix de l'Europe de toute façon. C'est un choix qui ne fait même plus l'objet de débat, c'est un choix qui s'impose de lui-même. Et puis le libéralisme économique avec l'austérité. Donc, alors il faut se rappeler, parce qu'en même temps qu'il y a eu ce changement, effectivement, il a fallu le justifier. Il y a eu toute une mise en scène, alors avec la promotion de l'entreprise à l'époque. Donc Yves Montand venait par exemple à la télévision pour nous expliquer en gros que si on était au chômage, c'était de notre faute et qu'il fallait compter que sur nous-mêmes. C'était vive la crise, je ne sais pas si vous vous rappelez, 84. Puisqu'il y a tant de chômeurs, dit-on parfois, et puisque les services publics marchent mal, il n'y a qu'à engager davantage de fonctionnaires. Ben voyons. Le message est clair. Les gagnants sont ceux qui osent et qui prennent des risques. Les perdants sont ceux qui restent accrochés à leurs acquis et sont assistés par un État-providence qu'il faut abattre. La conclusion coule de source et nous est donnée par un Yves Montand transformé par la crise. C'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de Superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin.
Bonsoir et à bientôt. Voilà, donc il fallait se prendre en main, il fallait pas demander toujours à l'État de nous aider. Et puis, il y a eu évidemment le lancement de SOS Racisme. Ça, c'était l'opération vraiment de diversion, hein. C'est-à-dire remplacer la question sociale par la question ethnique, presque, on pourrait dire. Alors, pas complètement ethnique, parce que c'était inséré dans une problématique qui était celle de l'intégration, hein, c'est-à-dire que les musulmans ou les jeunes issus de l'immigration étaient dans des quartiers défavorisés dont il fallait s'occuper. Donc c'était en lien avec la politique de la ville, suivie par les socialistes à l'époque. Donc la politique de la ville, hein, ça consistait à remettre de l'emploi, remettre des loisirs, remettre de la culture dans des quartiers défavorisés, hein, dans des quartiers qui en manquaient justement. Hein, donc c'était voir ces quartiers avec le prisme du manque. Hein, c'est des quartiers qui manquaient effectivement d'un certain nombre de biens publics et puis d'emplois évidemment. Donc il fallait réinjecter tout ça dans ces quartiers pour résoudre la question de l'intégration, hein, ou là du manque d'intégration, hein, du défaut d'intégration. Il faut se rappeler que Mitterrand a été élu en mai 81 et l'été 81, donc qui a juste suivi son élection, il y a eu des violences, il y a eu des émeutes, hein, dans certains quartiers de Lyon qui ont amené effectivement le gouvernement socialiste à faire une politique en direction des quartiers populaires. Donc si vous voulez, là on est encore un peu dans une démarche, je dirais, de gauche, puisqu'il s'agit de lutter par l'outil politique contre des écarts, on va dire, de richesse ou des écarts de culture, avec l'idée qu'il faut intégrer finalement ces populations. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est différent parce que la question de l'islam ou la question musulmane n'est plus reliée complètement à celle de l'immigration, elle est plutôt reliée à celle du choc des civilisations, c'est-à-dire de la guerre finalement contre l'islam, hein, contre le terrorisme, contre l'islamisme. Et donc, touche pas à mon pote, hein, qui était le slogan à l'époque, effectivement, est remplacé par je suis Charlie. C'est-à-dire que je suis Charlie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans le camp finalement occidental, dans le camp dominant, dans le camp judéo-chrétien, hein, contre l'islam, contre le camp islamique, enfin contre le camp de l'islam plutôt. Avec l'idée aussi qu'il y a une cinquième colonne finalement, c'est-à-dire que dans cette guerre menée contre l'islam, on a une cinquième colonne qui est les quartiers populaires, enfin qui sont les quartiers populaires. C'est ce qu'avait dit Éric Ciotti, je crois. Donc les jeunes des quartiers populaires forment une cinquième colonne dans cette guerre menée contre l'islam barbare. Voilà. Alors évidemment, tout ça pour que ça marche, il faut un certain nombre de choses. Donc, ça, je pourrais revenir éventuellement là-dessus, éventuellement dans la discussion. Il faut un certain conditionnement. Hein. Ce conditionnement, il est surtout moraliste. Hein. La gauche est morale, hein, c'est sa principale vertu en tout cas. Donc, conditionnement médiatique, surveillance évidemment, repérage de ceux qui ne sont pas Charlie, hein, qui ne rentrent pas dans le rang, et chasse aux sorcières évidemment, avec un objectif de réintégration de ceux qui ne veulent pas rentrer dans le rang, hein, de repérage et de réintégration. Ceux qui désertent la grande mobilisation contre le terrorisme. Voilà, après, juste avant d'ailleurs, c'est un peu la réplique de ce qui était arrivé quand il y a eu la chasse aux quenelliers, hein, donc les quenelliers effectivement, avant qu'il y ait l'épisode Charlie, c'était finalement les mêmes, hein, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans le rang, ceux qui sont rétifs aux valeurs morales de la gauche. Alors,
En fait, ce qui est très étonnant, effectivement, c'est que, ce terme de guerre contre le terrorisme, je reviendrai éventuellement là-dessus plus tard, c'est que c'est pas du tout anodin. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Ça veut dire que les terroristes ne sont pas des délinquants, ce sont des ennemis. C'est-à-dire, ce pas des gens qu'on peut resocialiser, qu'on peut remettre dans le droit chemin. C'est des gens qu'il faut neutraliser, qu'il faut mettre hors d'état de nuire et qu'il faut neutraliser, qu'il faut presque éliminer, je dirais. Et toutes les lois qui sont faites, alors les lois sécuritaires qui sont faites depuis Hollande vont dans ce sens-là. Il y a eu la loi Mera, juste après donc l'affaire Mera. Il y a eu la loi Cazeneuve de l'automne 2014. De programmation militaire aussi, la loi de programmation militaire, l'article 20, dont on pourrait éventuellement parler, et puis la loi sur le renseignement. Donc toutes ces lois antiterroristes, entre guillemets, sont, comme toutes les lois d'ailleurs contre le terrorisme, votées suite à des événements. À des événements, en général, soit des attentats réussis ou des attentats déjoués, qui jouent comme des fenêtres d'action pour pouvoir faire passer des mesures qui ne seraient jamais passées autrement. Donc évidemment, la loi, je dirais, typique de cette logique, c'est la loi sur la sécurité quotidienne, qui a été votée en l'automne 2001, juste après les attentats du 11 septembre. Donc c'était une loi qui était déjà dans les cartons, on va dire, qui était déjà prévue plus ou moins, et qui a pu passer grâce aux attentats du 11 septembre. Parce que la population était sidérée, il y a eu un effet de sidération suite à ces attentats, qui rappelle un peu la stratégie du choc. Et cette sidération, on va dire, cette neutralisation des résistances ouvre la voie à des mesures. Ça joue comme des fenêtres d'opportunité. Donc ça, c'est une constante depuis les premières lois antiterroristes. C'est 86, c'était sous Pasqua. À chaque fois qu'il y a un événement de ce type-là, on a une loi sécuritaire qui va renforcer la surveillance, qui va alourdir les peines, etc. Alors, si on fait la synthèse de ces différentes lois, c'est assez compliqué parce qu'on a un effet cumulatif. C'est-à-dire que chaque loi n'efface pas les précédentes, mais rajoute des nouvelles dispositions à celles qui ont déjà été votées. Mais si on veut faire une synthèse rapide de ces dernières lois, donc qui sont votées par la gauche, on a un laminage des contre-pouvoirs. Donc laminage des contre-pouvoirs, ça veut dire laminage surtout du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire contournement du pouvoir du juge et possibilité, par exemple, de supprimer certains sites par des mesures administratives, sans que ça passe par l'aval d'un juge. Créer des délits d'opinion également, c'est-à-dire, par exemple, le délit d'apologie du terrorisme. C'est un nouveau délit qui n'existait pas, donc on le fait sortir du droit sur la presse, qui était relativement protecteur, pour en faire un article spécifique du code pénal. Donc si on soutient par exemple la cause palestinienne, ou si on soutient Gaza par exemple au moment des bombardements, on peut être accusé logiquement de soutenir le Hamas, et donc de faire l'apologie d'un mouvement terroriste, qui est le Hamas, qui est sur la liste des organisations terroristes. Et donc on peut être accusé de faire l'apologie du terrorisme, si on suit cette logique, qui est un délit passible de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Donc, il peut avoir des conséquences graves. D'ailleurs, il y a, au moment de l'affaire Charlie, juste après, il y a eu des élèves qui ont eu des soucis avec justement ce nouveau délit créé pour l'occasion, quand ils ont refusé de faire la minute de silence, ou quand ils ont protesté contre ce qu'on leur imposait. Ils ont été accusés par certains de faire l'apologie du terrorisme. Il y en a qui sont retrouvés en garde à vue.
Donc ça a vraiment des effets, hein. C'est pas des lois simplement d'affichage, c'est des lois qui peuvent avoir des effets concrets. Alors, également, un autre effet de ces lois, c'est de légaliser donc des méthodes de surveillance, légaliser une surveillance de masse, c'est-à-dire on avait des pratiques qui étaient plus ou moins officieuses, des pratiques d'écoute ou de surveillance, qui sont légalisées avec la dernière loi sur le renseignement. Donc on peut installer des dispositifs qui scannent les trafics, soit Internet, soit de téléphone, en vue de repérer des comportements suspects, hein, donc sur Internet. Comme on a des caméras de surveillance intelligentes qui repèrent des comportements suspects dans la rue, on a ce type de dispositif, mais pour les connexions Internet. Alors, si on va sur certains sites, si on se connecte à certaines heures, si on a tel ou tel rapport, disons tel ou tel échange, donc Internet, on a des algorithmes qui sonnent l'alarme, on va dire, et qui donc attirent l'attention tout de suite sur telle ou telle personne qui devient la cible d'une surveillance renforcée. Voilà, donc ça c'est légalisé, donc tout est transparent, quoi. Il y a, enfin ça, je pense que vous le savez sur Internet, mais du coup c'est légalisé. Bon, je pourrais revenir parce que des aspects peut-être un peu techniques. On a une criminalisation de la dangerosité également. C'est-à-dire que criminaliser la dangerosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le droit pénal classique, on est sanctionné pour quelque chose qu'on a fait ou quelque chose qu'on a commencé à faire, hein. C'est le régime de la tentative. Quand il y a un commencement d'exécution, vous pouvez effectivement être arrêté avant d'être arrivé jusqu'au bout de votre acte ou d'acte que vous avez commencé à faire. Vous commencez à, je dirais, vous attaquer à quelqu'un, effectivement, vous voulez le tuer, bon, vous avez commencé effectivement un acte que vous n'allez pas pouvoir achever parce qu'il y a une intervention, il y a l'intervention d'un tiers, hein, qui vous empêche d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est la tentative. Mais dans le cas de ces lois, on peut être incriminé pour quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on pourrait faire. C'est-à-dire, si on est repéré comme dangereux, si vous voulez, on peut effectivement faire l'objet d'une surveillance, et le fait de se connecter sur certains sites peut être l'indice d'une dangerosité, hein. C'est-à-dire, si on va sur des sites djihadistes, par exemple, on peut avoir des gros soucis, effectivement, dans la mesure où c'est un signe, effectivement, de radicalisation. Voilà, alors après, on a... On a des réponses évidemment par rapport à ça, hein. On peut anonymiser sa navigation sur Internet, on peut crypter ses échanges, enfin on a des techniques effectivement qui permettent de se protéger contre ces intrusions, hein. Mais c'est difficile, enfin c'est-à-dire il faut effectivement répondre à ça, quoi. Il faut se protéger, enfin en tout cas il faut éviter de s'exposer à ce type de surveillance, quoi. Je pense que bon, après on pourra éventuellement en discuter. Ouais, alors ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a une visée préventive aujourd'hui dans le droit pénal. C'est un axe fort, hein, du droit pénal, c'est la prévention, hein, c'est la transposition de la guerre préventive au domaine de la sécurité intérieure, hein. La guerre préventive, c'est la guerre contre des États qui peuvent constituer en fait une menace, hein, pour d'autres États. Donc ce qu'a fait par exemple George Bush quand il a donc attaqué l'Irak, hein, il a dit effectivement, enfin d'autres pays, que ces pays pouvaient constituer des menaces
et qu'il fallait supprimer ces menaces à titre préventif. On a cette logique-là aujourd'hui dans le domaine de la sécurité intérieure. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a un fil rouge, à mon avis, qui permet de comprendre. C'est le rapport Bauer de 2008, qui s'appelle « Déceler, étudier, former, une voie nouvelle pour la recherche stratégique ». Alors la recherche stratégique, c'est une nouvelle doctrine de sécurité qui s'appelle la sécurité globale et qui prend acte d'un certain nombre d'évolutions qui ont lieu selon l'auteur, c'est-à-dire que les déséquilibres géopolitiques ont conduit à un éclatement des risques. Il y a une globalisation de la menace ou des risques avec la montée du terrorisme, de la criminalité organisée, de la cybercriminalité, des migrations illégales et des risques sanitaires ou environnementaux. Dans le rapport Bauer, donc, on a une description de ces risques qui existent à des échelles différentes, qui vont du local au plus global, et donc qui nécessitent, selon l'auteur, un redéploiement du contrôle à des échelles multiples. Donc des échelles locales, effectivement, des échelles globales. Et en gros, ce qu'il revendique, effectivement, c'est l'effacement de l'opposition classique entre la sécurité intérieure et la défense nationale. C'est-à-dire que la sécurité globale, c'est un outil qui va donc permettre de répondre à ces risques qui agissent sur des échelles multiples et qui, à terme, nécessite une fusion entre le domaine extérieur-intérieur. Donc, on a un livre blanc sur la défense et la sécurité intérieure, c'est-à-dire que les deux notions fusionnent même dans le titre. Et l'idée, effectivement, c'est que le terrorisme, justement, c'est un ennemi transversal. C'est-à-dire qu'il peut être partout, il peut agir à des échelles multiples, et il faut que l'État, disons, s'adapte à ces nouvelles menaces. Alors, il faut aussi qu'il puisse étouffer dans l'œuf la menace quand elle n'est encore au stade de l'embryon, c'est-à-dire quand elle n'est pas encore déclarée. Donc c'est la doctrine du décèlement précoce. Il faut repérer des signaux faibles de la menace pour la neutraliser avant même qu'elle n'existe, réellement. Donc des individus, effectivement, qui peuvent être menaçants, qui peuvent constituer une menace sur des critères finalement assez flous, justement parce que c'est des signaux faibles, ce n'est pas encore un signal fort, ce sont des signaux faibles. Et l'affaire de Tarnac, c'est un terrain d'expérimentation pour cette nouvelle doctrine de sécurité. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a des gens, effectivement, qui commettent, enfin même, en fait, c'est pas eux, mais bon, on a supposé qu'ils commettaient, ou qu'ils avaient un genre de vie, on va dire, qui était en marge de celui, enfin, qui n'était pas conforme, en tout cas, à ce qu'on attendait, qui vivait un peu en marge de la société, qui n'avait pas de téléphone portable pour ne pas être géolocalisé, qui n'était pas inséré dans la société de consommation. Et ces gens-là représentaient en fait une menace, parce qu'ils pouvaient devenir terroristes à un certain moment. Donc l'affaire de Tarnac, c'est l'automne 2008, quelques mois après la rédaction du rapport Perfit, la rédaction, excusez-moi, du rapport Bauer, pas le rapport Perfit, le rapport Bauer, donc qui est rédigé, enfin qui sort au printemps 2008, donc c'est vraiment quelques mois après. C'est un an avant l'entrée de la France dans l'OTAN, donc tout ça, évidemment, il y a une suite logique. Et l'idée, effectivement, c'est de faire du préventif. Alors faire du préventif, c'est-à-dire repérer ces signaux faibles, ce qui implique une surveillance totale de la population, parce que pour repérer des gens qui n'ont pas encore agi, suppose de voir tout le monde.
et surtout de voir sans être vu. Hein, c'est-à-dire qu'on rejoint l'idée aussi du panoptique. Hein. L'idée du panoptique, c'est le fait d'être surveillé sans savoir qu'on l'est, et donc d'agir toujours comme si on était surveillé. Donc de ne pas avoir de comportement, on va dire, c'est presque de l'autocontrôle après, hein, c'est-à-dire on est soumis finalement à une censure qu'on s'inflige parce qu'on anticipe la censure réelle, quoi, enfin, ou la sanction réelle. Voilà, donc il y a, on pourrait dire, une présomption de culpabilité hein, qui pèse sur chaque individu. Chaque individu, surtout dans la mesure où il peut réfléchir, il peut avoir un esprit critique, etc. Ça, c'est très important, je pense, parce qu'on a une inversion du droit pénal classique qui stipule qu'on ne peut qu'il n'y a pas de sanction sans fait avéré, sans fait délinquant. Il peut y avoir une simple ébauche, si vous voulez, sous le régime de la tentative, mais on ne peut pas être sanctionné pour une intention. Donc c'est un délit d'intention hein, qui rompt complètement avec la philosophie pénale classique. Donc si vous avez l'occasion, vous pouvez voir ce rapport qui est téléchargeable sur Internet, qui est gratuit, enfin qu'on a très facilement, et qui, à mon avis, éclaire beaucoup sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui avec cette généralisation de la surveillance était déjà inscrit dans ce rapport. Alain Boer, c'est vraiment le fil rouge, hein, parce qu'on le retrouve, on l'a déjà sous la gauche plurielle dans les années 90, puisqu'il s'occupe de la sécurité, il a une société d'audit hein, de sécurité, il vend des solutions clés en main aux différents municipalités, voilà. Bon, ils vendent des caméras de surveillance, ils vendent effectivement des solutions pour résoudre les problèmes de sécurité, mais ça c'est sous la gauche plurielle. Ensuite, il devient conseiller en sécurité pour Sarkozy, à la demande duquel il fait ce rapport, et il est très proche de Valls, hein, je pense que vous le savez, puisqu'il y a des liens familiaux, des liens presque fraternels, on pourrait dire, entre les deux. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a presque une application de son rapport. Voilà, avec un temps de retard, mais bon, de toute façon, tout vient hein, à certains moments.